Allez, on plonge directement dans ces décryptages. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qu'on entend absolument partout en ce moment, l'émergence dans l'intelligence artificielle. Mais au lieu de juste répéter les discours marketing bien huilés, on va faire les choses un peu différemment. On va utiliser une vraie loupe scientifique, celle de la théorie de la complexité. Oui, il y a un bruit de fond permanent sur ce que les algorithmes d'aujourd'hui peuvent accomplir, mais c'est hyper intéressant de s'arrêter 2 minutes pour écouter ce que la science fondamentale a vraiment à nous dire là-dessus. L'industrie tech est littéralement obnubilée par cette idée en ce moment. L'argument choc, c'est que si on augmente massivement la taille de ces grands modèles de langage, les fameux LLM, bam, ça débloque d'un coup des capacités totalement imprévisibles, des sortes d'étincelles de génie que les petits modèles n'ont pas du tout. En gros, c'est l'argument classique du saut quantique. On fait beaucoup plus gros et soudainement, on obtient une toute nouvelle réalité. Ce qui, forcément, nous amène à une question scientifique cruciale. Face à toutes ces déclarations grandiloquentes, on doit vraiment se demander si ces immenses logiciels font réellement preuve de nouvelles propriétés émergentes ou s'ils se contentent juste de faire une imitation ultra convaincante grâce à des montagnes de données mémorisées. Alors, pour y voir clair dans tout ce battage médiatique, on va suivre un plan très simple. D'abord, on regardera l'affirmation sur l'émergence de l'IA. Ensuite, comment définir la véritable émergence. Puis on verra les deux types d'émergence. Après ça, on se demandera si les LLM passent vraiment le test. Et enfin, on parlera d'une distinction vitale. La capacité, ce n'est pas l'intelligence. Première étape, l'affirmation sur l'émergence de l'IA avec ces fameux sauts soudains dans les performances des modèles. On va regarder de plus près comment les chercheurs mesurent concrètement ce qu'ils appellent l'émergence. C'est vraiment le point de départ de tout le débat. Typiquement, les observateurs mettent en avant ce genre de test de référence. Regardez bien, un modèle avec 6 milliards de paramètres échoue presque complètement à faire des additions à 3 chiffres. Il a à peine 1% de réussite. À 13 milliards, c'est pas vraiment mieux, on est à 8%. Et puis, boum, à 175 milliards de paramètres, on fait un bond incroyable à 80% de précision. C'est exactement ce genre de discontinuité brutale qu'on nous présente tout le temps comme la preuve irréfutable d'une capacité émergente. On passe à la suite, définir la véritable émergence avec cette idée que plus, c'est différent. Parce que pour vraiment comprendre ce qui se trame ici, il faut retourner aux bases, à la définition scientifique pure et dure de l'émergence. C'est parfaitement résumé par cette célèbre phrase du physicien Philip Anderson, plus, c'est différent. Alors, qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Le point clé, c'est que la vraie émergence demande qu'un système se réorganise complètement pour former ce qu'on appelle des approximations à gros grains. En fait, le système crée de lui-même un niveau de fonctionnement supérieur qui lui permet d'ignorer les petits détails microscopiques en dessous. Donc, c'est pas juste faire la même chose en plus gros, pas du tout, c'est une vraie réorganisation fondamentale qui simplifie la façon dont on peut décrire le système. Et c'est génialement illustré ici. Pensez-y, pour comprendre comment l'eau coule dans un tuyau, on n'a pas du tout besoin de traquer individuellement des milliards et des milliards de molécules d'eau une par une. Ce serait un cauchemar. À la place, on s'appuie sur la dynamique des fluides. On utilise des propriétés macroscopiques qui viennent d'émerger, comme la pression ou la température, pour savoir comment l'eau va se comporter. L'émergence, au fond, c'est cette incroyable capacité à faire des économies d'informations. Troisième point, les deux types d'émergence. Connaissance sortante contre connaissance entrante. Ce grand principe scientifique ne va pas du tout s'appliquer de la même manière selon qu'on regarde un bout de caillou ou un système adaptatif ultra complexe comme un grand modèle de langage. En gros, on a deux mondes très différents. D'un côté, les sciences physiques qui s'appuient sur l'émergence de type connaissance sortante. Là, la complexité surgit de règles ultra simples appliquées à des composants basiques, comme quand l'eau se transforme en glace. De l'autre côté, on a la biologie et nos fameux LLM qui relèvent de la connaissance entrante. Dans ce cas, l'émergence se produit parce que le système absorbe littéralement des quantités astronomiques d'informations qui sont déjà très structurées, pour ensuite s'y adapter. Du coup, comme les grands modèles de langage sont typiquement des systèmes à connaissance entrante, nourris de force par des tonnes de données humaines, on ne peut pas se contenter de regarder la surface pour prouver qu'il y a émergence. C'est pas juste une question d'exploser les compteurs à un test de logique. Il faut vraiment soulever le capot et prouver qu'il y a une vraie réorganisation interne, et pas juste un algorithme qui recrache par cœur la structure des textes qu'on lui a fait avaler. Ce qui nous amène à la partie 4, les LLM passent-ils le test en évaluant leur mécanisme interne ? Maintenant qu'on a nos lunettes de scientifiques, il est grand temps de voir si ces réseaux de neurones gigantesques cochent vraiment les cases de la véritable émergence. La théorie de la complexité nous donne carrément cette checklist de 5 conditions très précises. Pour qu'on puisse vraiment parler de système émergent, il doit réorganiser sa structure interne en créant de nouvelles abstractions efficaces. Il doit être capable de se compresser, de s'inventer un tout nouvel alphabet interne pour traiter les infos, ou bien de montrer des transitions de phase indéniables. Franchement, c'est un test infiniment plus exigeant que de juste réussir à faire quelques additions de plus qu'avant.
Et c'est là que ça coince un peu. Actuellement, les preuves montrant que les LLM remplissent ces 5 critères internes sont, disons-le, super fragiles, voire carrément inexistantes. Ça laisse la porte grande ouverte à une autre explication. Il serait peut-être simplement de fantastiques approximateurs de fonctions. En clair, il serait juste incroyablement doué pour mémoriser et recracher des modèles statistiques complexes de notre langage humain, avec une précision qui nous bluffe, mais sans jamais développer la moindre vraie compréhension de niveau supérieur. Et on arrive enfin à notre dernier point. La capacité n'est pas l'intelligence. C'est l'ultime distinction, et c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on vient de voir. Il faut absolument faire la part des choses entre une machine qui gagne une capacité émergente et une machine qui posséderait une vraie intelligence émergente. Croyez-moi, ce sont 2 planètes totalement différentes. L'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, elle fait surtout de la force brute. C'est simple, elle a besoin de milliards de paramètres et d'une quantité d'énergie absolument colossale pour faire plus avec plus. On empile toujours plus. L'intelligence humaine, à l'inverse, c'est l'élégance même. On est capable de trouver des abstractions incroyables pour résoudre des problèmes très compliqués sans même transpirer. En fait, l'humain a le talent unique de faire plus avec moins. C'est exactement ce que disait le brillant mathématicien Henri Poincaré. Je cite, « Les mathématiques sont l'art de donner le même nom à des choses différentes. La vraie intelligence, c'est ce talent incroyable pour faire des analogies. C'est repérer des ressemblances profondes entre des domaines qui n'ont rien à voir à première vue pour réduire notre charge mentale. C'est l'essence même de l'intelligence de capter que la pomme qui tombe de l'arbre et la lune qui tourne autour de la Terre, eh bien en fait c'est la même règle de physique qui s'applique. Et ça nous montre bien pourquoi on peut continuer d'ajouter des milliards et des milliards de paramètres à un réseau de neurones. Ça ne va pas par magie le transformer en génie du raisonnement. Pensez-y, si on met 50 calculatrices bout à bout sur un bureau, on ne crée pas un mathématicien. On a juste fabriqué un centre de calcul beaucoup plus rapide. C'est tout. Même Albert Einstein le soulignait. La marque de fabrique du génie et du vrai raisonnement, c'est en réalité un phénomène à très faible bande passante. L'effort est agressivement réduit pour dénicher la vérité la plus simple, la plus pure et la plus évidente. C'est littéralement l'opposé d'un algorithme qui va juste avaler et digérer aveuglement tous les textes d'Internet. Alors, quand on comprend cette énorme différence entre la simple capacité par force brute d'un côté et la véritable intelligence basée sur l'analogie de l'autre, on est forcé de se poser la vraie question. Pendant qu'on s'extasie sur des machines qui consomment des gigawatts et qui manipulent des billions de paramètres, quel genre d'outils sommes-nous réellement en train de construire? Sommes-nous sur la voie d'une vraie intelligence émergente ou fabriquons-nous juste les calculatrices les plus voraces et complexes de l'histoire humaine? C'est une question cruciale car c'est cette réponse qui va totalement définir notre avenir avec ces machines. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous.